Ashraf Benbrahim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accordé cet entretien. Ashraf Benbrahim, vous êtes diplômé de l'école de guerre économique et de Sciences Po. Vous êtes ingénieur et auteur en sciences politiques. Vous avez notamment écrit plusieurs ouvrages. Le premier qui s'appelait Encarté, mon immersion dans les partis politiques. Vous avez ensuite écrit L'emprise, enquête au cœur de la djihadosphère. Et le dernier ouvrage qui vient de paraître et pour lequel nous vous invitons aujourd'hui, c'est Pourquoi l'extrême droite domine la toile, le grand emplacement numérique. Tout d'abord, Ashraf Benbrahim, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de Ashraf-verse, puisqu'il y a quand même un lien entre tous vos livres? Oui, enfin, moi ce que je mets toujours en avant, si vous voulez, c'est ce que j'appelle moi la radicalité numérique. En tout cas pour le deuxième et pour le dernier. Pourquoi? C'est parce que je considère qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est complètement numérisé. Aujourd'hui, plus rien ne se fait sans le numérique et puis surtout rien ne s'explique sans le numérique. Que ce soit l'État islamique ou l'extrême droite, ils ont mis au centre de leur vecteur de mobilisation le numérique. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on peut voir qu'il y a un lien entre ces deux factions qui peuvent être complètement différentes. D'un côté des mouvements djihadistes, de l'autre de l'extrême droite. Alors évidemment, il n'y a pas de comparaison aussi simple, mais la réalité c'est celle-là. Il y a le levier numérique au centre des vecteurs de mobilisation. Il y a aussi un lien avec votre premier ouvrage, Encarté, puisque vous avez milité, dans le cadre de cette enquête, au sein des partis d'extrême droite. Oui, pour refaire la genèse de ce premier livre, c'est que en 2015, quand il est sorti, j'avais milité pendant 1 an dans tous les partis politiques français, en tout cas les 10 partis politiques français qui ont postulé la présidence de la République pour l'élection de 2012. Et effectivement, j'ai été amené à militer au sein du Front National, et le numérique à ce moment-là était encore balbutiant, mais effectivement, le Front National était en avance sur les questions du numérique. À l'époque, ça s'appelait encore le Front National, maintenant le Rassemblement National. Mais effectivement, on voyait déjà se dessiner les contours de cette avance, et j'y reviens justement dans le troisième ouvrage. Alors, avant de revenir à notre sujet principal, et revenir sur ces questions, tout d'abord, Ashraf Benbrahim, qui êtes-vous? Vaste sujet. Eh bien, Ashraf Benbrahim, 31 ans, ingénieur, donc je ne suis pas journaliste, je ne suis pas chroniqueur TV ou radio ou que sais-je encore. J'écris simplement pour le plaisir de la nuance, pour le plaisir de l'analyse. Je suis ingénieur en cybersécurité. Mon dernier travail était au sein du ministère de l'Intérieur, pour lequel j'ai donné 3 ans, donc ancien fonctionnaire. Puis maintenant, je suis à mon compte, j'ai ma propre activité spécialisée dans la transformation numérique. Mais ce que je fais à côté, mes écrits, mes livres, mes enquêtes, c'est pour le plaisir personnel, puisque voilà, je considère que ce n'est pas un métier, donc les analyses que j'essaie de produire, les livres que j'écris sont, on peut le dire, on peut essayer de dire, sont une activité qui est connexe. Je ne gagne pas ma vie grâce à mes ouvrages, et donc ça me permet d'avoir une liberté de ton que j'essaye de conserver, même si ce n'est pas facile. Pourquoi cet attrait pour ces sujets du numérique, justement? Déjà, puisque c'est ma formation initiale, je suis ingénieur, et puis deuxièmement, ce qui est bien avec le numérique, c'est que ça dépasse les frontières. Je vous donne un exemple. Quand j'ai écrit mon deuxième livre sur l'État islamique, eh bien, la quasi-totalité de mon matériel d'investigation et de mes interviews ont été faites à distance, avec Telegram, avec Twitter, avec le dark web. Et c'est ça qui me fascine, moi, dans le numérique, c'est que à partir de votre salon, à partir de votre bureau, à partir d'un simple laptop, d'un simple ordinateur, vous êtes connecté à un monde en 360. Vous pouvez à la fois discuter avec des djihadistes, vous pouvez discuter avec des hackers libertaires, vous pouvez discuter avec votre voisin, un correspondant qui se trouve en Chine, et c'est ce qui est formidable. À la fois pour quelqu'un qui aime justement l'enquête, mais aussi pour quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort intellectuel. Et l'Internet aujourd'hui permet ça. C'est une mondialisation à la fois de consommation, mais aussi une mondialisation des idées. Vous n'avez subi aucune répercussion dans le cadre de votre enquête sur le djihad? Des menaces, alors des deux camps. Certains qui estimaient que mes analyses étaient trop, étaient trop froides, c'est-à-dire que, vous savez, il faut toujours commencer par « je condamne ». Or, moi je dis que le rôle de l'auteur, le rôle de l'analyste n'est pas de condamner, n'est pas non plus de promouvoir, c'est simplement de faire des analyses. Norbert Elias disait, qu'est-ce que le sociologue? Le sociologue est un chasseur de mythes. C'est un peu la même chose pour l'auteur. Donc j'ai reçu des menaces de mort, parce que voilà, je m'appelle Ashraf, et qui considérait que mes analyses étaient un peu trop froides, un peu trop neutres, et donc ils y avaient décelé une espèce
de duplicité, hein, cette accusation toujours du double discours, mais bon, moi je suis habitué. Puis des menaces de mort de la part de militants de l'État islamique qui considéraient que je m'étais approché d'un sujet qu'il ne fallait pas et que ils n'avaient pas intérêt à ce qu'on décortique un peu leurs idées. Mais c'est le lot de celui qui travaille sur ces sujets-là. Hein. Je suis pas le premier à être menacé, je serai pas le dernier. J'ai été aussi menacé pour le troisième sur l'extrême droite, hein, avec tout un panel d'insultes m'invitant à réimmigrer, etc. Bon, mais je ne prends pas ça au sérieux, puisque bon, celui qui veut venir me voir est le bienvenu, on va dire. Mais non, ça rentre même pas dans mon esprit, parce que encore une fois, c'est pas ça que je veux retenir. Moi, ce que je veux retenir, c'est surtout le débat d'idées, la confrontation, et puis la volonté de toujours essayer de comprendre. Vous savez, ne pas railler, ne pas maudire, comprendre. C'est ce que disait Spinoza. On vous invitait à réimmigrer en Île-de-France? Non, à réimmigrer en Tunisie, puisque je ne suis pas né en France, je suis né en Tunisie. Puis c'est marrant, encore une fois, parce que moi, quand je regarde un peu le profil de ceux qui m'invitent à réimmigrer, bon, généralement, on voit bien que ce sont un peu des personnes qui, et ça me fait un peu mal au cœur pour eux, qui sont vraiment omnibulés par le sujet, parce que aujourd'hui, avec l'OSINT, avec une adresse IP à tracer, on peut faire des miracles. Et puis je vois que c'est toujours un peu le même profil, c'est ce que j'appelle moi un peu les perdants de la mondialisation, les perdants de ce monde qui est en mutation et qui n'arrivent pas à trouver leur place, et qui donc sont un peu pris par cette frénésie de vouloir toujours mettre au centre de la question le sujet ethnique. Et moi j'ai un regard de pitié un peu pour ces personnes-là, puisque généralement c'est des personnes qui se trouvent dans des territoires reculés, dans des territoires qui sont touchés par la désertification des services de l'État, avec un taux de chômage qui est vraiment monstrueux, avec des problèmes de drogue, d'alcool, etc. D'ailleurs, c'est ce que j'avais déjà vu quand j'ai milité au Front National, c'était que ceux qui avaient ces discours les plus radicaux étaient ceux justement qui se retrouvaient désœuvrés, qui n'avaient pas justement une maîtrise de leur destin, qui se retrouvent aussi un peu perdus dans ce monde où il y a le métissage, il y a le numérique, tout change à une vitesse incroyable. Et c'est pour ça que quand j'avais été invité au Grand Journal à l'époque de Natacha Polony et de Jean-Michel Apathy, moi ce que j'ai dit c'est que ne me parlez pas des sujets d'être un arabe au Front National, ça m'intéresse pas. Moi ce que j'ai décelé dans ce radicalisme-là et dans cette haine un peu du migrant ou de ceux qui voyaient en moi un migrant, c'était plutôt la peur d'une France qui change, d'un monde dans lequel ils n'avaient plus leur place. Et c'était souvent des personnes, on va dire, modestes, de conditions très modestes, qui étaient coiffeurs, qui étaient ouvriers, qui étaient enseignants, mais vraiment intermittents et ainsi de suite. Donc des personnes qui sont vraiment fragilisées par les évolutions de notre société. Et c'est ce que j'avais dit, ne me parlez pas du racisme, de je sais pas quoi, parlez-moi plutôt de qu'est-ce qui a conduit justement ces personnes-là à se retrouver dans une situation telle qu'ils se retrouvent à militer H24 sur l'immigration, sur les Arabes, sur les Noirs, sur le métissage, parce que le mal-être de tout ça, effectivement, c'est le sentiment d'abandon au profit d'autres. Et c'est ce qui, moi, m'intéressait. Sachant qu'il y a de plus en plus de gens qu'on appelle racisés, qui rejoignent le Rassemblement national. Oui, mais ce n'est pas nouveau. Vous avez toujours eu des candidats avec des prénoms à consonance maghrébine ou d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, ou même antillaise, qui rejoignent le Front National. Sur ça, il y a rien de nouveau. Donc c'est un peu caricatural de penser que tout de suite, parce qu'on s'appelle Ashraf Ben Brahim et qu'on a fait semblant, dans votre cas, de militer pour le Front National, que tout de suite il y aurait des répercussions? Il y avait bien sûr des moments de malaise, mais après il faut pas oublier que le Front National de l'époque et le Rassemblement National d'aujourd'hui, entre guillemets, a été purgé de ces éléments les plus extrêmes. Il y a eu cette espèce de frénésie pour la dédiabolisation qui a été menée par Louis Alliot, par Florent Philippot. Louis Alliot, dont le surnom était d'ailleurs Loulou la Purge, puisqu'il a expulsé Menu Militari, tous les profils dits qui n'étaient pas compatibles avec cette volonté de déradicalisation, donc le FN historique, et forcément, le climat est différent. Mais dire que ces militants, eux, ont été dédiabolisés, c'est faux. Le Rassemblement National et le Front National, bien qu'il y ait encore eu une séparation, puisque les militants, encore une fois, les plus convaincus ont rejoint Éric Zemmour, mais de dire que la question ethnique ou raciale n'est pas au centre des débats des militants, je parle pas du parti des militants du Rassemblement National et du parti d'Éric Zemmour, non, c'est faux. Cette question, elle perdure et elle perdurera. Mais ce n'est pas leur faire offense que de dire ça, c'est une réalité.
On arrive justement à ce sujet. C'est quoi l'extrême droite pour vous, tout d'abord? Ah oui, non. Vous aimez les questions simples, vous. Alors, qu'est-ce que l'extrême droite? Eh bien, pour moi, à la base, ce sont toutes les idées, toutes les mouvances qui se réclament des idéologies de la terre, du sang et de la race. À la base, c'était ça. Aujourd'hui, c'est un mot qui est complètement galvaudé, puisqu'au sein même de l'extrême droite, vous avez des mouvances qui sont complètement différentes. Vous avez des identitaires, vous avez des nationalistes, vous avez des néo-nazis, qui peuvent même parfois se réclamer de combats, on va dire, de gauche, notamment sur la question du travail, de la division du travail, et ainsi de suite. Donc pour moi, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Voilà, je vais vous répondre très clairement. En tout cas en France, puisque la France est un pays complexe, c'est un pays où les idéologies sont trop chocs. Hein. La France n'est pas un pays simple à comprendre. Nous aurions été aux États-Unis, je vous aurais répondu que ça serait beaucoup plus simple. Mais en France, moi je distinguerais plusieurs mouvances et elles peuvent pas toujours être corrélées et être mises dans le même champ d'analyse ou en tout cas dans les mêmes appellations. C'est pour ça que je vous dis que pour moi l'extrême droite, ce sont les idéologies qui se réclament du sang, de la terre et de la race. Mais voilà, avec beaucoup de pincettes. Ça, on revient de même pour ce qu'on appelle l'extrême gauche. L'extrême gauche, si on voulait vraiment être honnête, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mouvements qui militent, en tout cas parce qu'il faut pas oublier que ça part d'une chose. L'extrême gauche, à la base, elle se définit plutôt par sa volonté de la collectivisation des moyens de production et des luttes, on va dire, sociales, que par les histoires de genre, de l'immigration ou je sais pas quoi. Bah, là, c'est pareil. Pour moi, il faut pas oublier qu'on part d'un moyen de mobilisation, d'une lutte seule, vous voyez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous retrouvez même au sein du parti d'Éric Zemmour ou même au sein de l'EFI des idéologies qui sont inverses. C'est pour ça que vous avez eu plusieurs départs au sein de la LFI comme Kuzmanovic, des souverainistes de gauche, parce qu'ils n'étaient pas en accord avec des militants comme Tahabouaf, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est très complexe et bien naïf celui qui prétendrait venir devant la caméra et dire c'est ça l'extrême gauche, c'est ça l'extrême droite. Non. C'est très complexe. Pour en revenir à l'extrême droite et le sujet de votre livre, quelles sont selon vous les origines de cette extrême droite, ou de cette droite, de ces droites qui sont arrivées sur la toile? Bien, pour moi, ça part d'un aveu d'échec. Voilà. On va dire extrême droite, mais bon, le mot est galvaudé, mais pour les besoins, on va dire, d'entretien, parce que une nuance va en créer une deuxième et on va se retrouver avec chaque fois des espèces de disclaimers à répéter. Mais disons les mouvements nationalistes, les mouvements d'extrême droite. Bon, bref, on s'est compris. Donc, pour moi, ça part d'un échec. Pourquoi est-ce que ça part d'un échec? C'est parce qu'ils ont compris que dans la rue et dans le débat public et dans les urnes, c'est fichu. Voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, le Parti socialiste, pour empêcher les locations de salles, les meetings de Jean-Marie Le Pen, parlait de harcèlement démocratique. Voilà. Les scores étaient ce qu'ils étaient. Le Front National ne faisait pas les scores d'aujourd'hui. Et donc, ils se sont rabattus sur la toile. Parce que, comme militer sur la toile, vous avez besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Un, c'est pas cher. Deux, personne ne vous empêche de le faire. Trois, c'était l'outil qui montait. Voilà. Le Front National a toujours été en pointe, et les identitaires en général, sur Facebook au départ, puis après sur Twitter, YouTube. Voilà, on va en parler, mais après il y a eu les influenceurs, Instagram, TikTok et ainsi de suite. Mais c'est une réalité. Au départ, c'était par échec. Militer sur Internet, c'est pas cher. Le Front National de l'époque était ruiné, puisque après les législatives de 2007, pour lesquelles Nicolas Sarkozy a fait une razzia, le Front National n'avait pas pu faire les scores pour recevoir les financements étatiques importants. Donc ils ont même dû vendre leur siège de l'époque. Et c'est à ce moment-là que le Front National, avec notamment David Rachlin à la manœuvre, ont massivement investi Internet. Et c'est le cas en réalité de tous les mouvements qui sont marginaux. Pourquoi est-ce que l'État islamique a été aussi puissant sur son impact numérique? C'est parce que, évidemment, quand vous êtes un mouvement clandestin, marginal, radical, vous n'avez pas accès aux moyens d'expression classiques, donc vous allez utiliser plutôt des moyens détournés. Alors Internet est aujourd'hui devenu le moyen de communication principal, mais à cette période-là, et il n'y a pas si longtemps,
c'était la télévision, le moyen de communication mainstream, c'était la radio, c'était la presse. Donc voilà. Donc c'est du fait du boycott de ces idées qu'elles se sont retrouvées sur la toile? Boycott, rejet, et puis manque de moyens. Voilà. L'UPR, par exemple, l'Union populaire républicaine, si je ne me trompe pas, de François Asselineau. Voilà, si Asselineau s'est fait connaître du grand public, c'est par ses conférences, mais aussi par un militantisme effréné de ses militants. Je me rappelle que quand j'avais sorti mon livre, j'avais toujours des personnes dans mes DM qui me disaient « Est-ce que vous connaissez l'UPR ?» Et malgré tout ça, on voit bien que les scores de l'UPR ne sont pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il faut aussi se méfier d'un piège. C'est que, et ça, les militants d'Éric Zemmour ne l'ont peut-être pas compris, en tout cas pas avant qu'il ait l'annonce des scores de la présidentielle 2022, c'est que la viralité de l'Internet ne se reflète pas forcément dans les urnes. Comment vous expliquez que depuis, surtout cette diabolisation, effectivement, du Front National, qu'il y ait de plus en plus de gens qui adhèrent, de nouveaux cadres d'ailleurs au Front National, qui ont adhéré post Jean-Marie Le Pen et post cette diabolisation dont on parlait, et qui sont notamment fait connaître via Internet, via la toile? Il y a toujours eu des personnes, on va dire, formées, d'élite au sein du Front National. J'ai qu'à prendre l'exemple de Bruno Gollnisch, par exemple, qui est un universitaire, dont les travaux sont de qualité, et ainsi de suite. Donc non, ce n'est pas nouveau. Le problème du Front National, c'est qu'il n'a jamais réussi à retenir ses cadres. Voilà. Si je vous parle de Florent Philippot, bon, il est parti. Voilà. Donc non, c'est pas quelque chose de surprenant. Sur l'adhésion, il faut bien comprendre une chose. Le Front National, tout comme le parti d'Éric Zemmour, vous trouvez des personnes qui n'ont rien en commun, parfois, hein, c'est pas toujours le cas, mais parfois, qui n'ont rien en commun, si ce n'est la volonté de contester un système établi. À l'époque, on parlait de UMPS. Bon, aujourd'hui, c'est un peu la connivence entre les partis classiques qui étaient censés s'opposer, qui fusionnent pour former un peu la République en marche. Donc, c'est le problème du Front National, mais de toute façon, il va engranger, pour moi, je pense, des scores de plus importants, c'est que sa fédération n'est pas faite autour d'un programme, n'est pas articulée autour d'un programme, mais plutôt de contestation et d'une volonté, en fait, d'abattre le système en place. Et c'est pour ça que vous avez toujours eu des espèces de déchirements sur la sortie de l'euro ou pas, sur la peine de mort, même sur la question de l'homosexualité, et ainsi de suite. C'est parce que l'adhésion ne se fait pas sur un programme, sur un horizon commun, non. Elle se fait sur la critique d'un système. Donc ce n'est pas nouveau, et puis nous sommes dans des temps qui sont très incertains. Moi, ça ne me choquerait absolument pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Voilà. Quel pays aujourd'hui du monde n'a pas connu des mouvements, on va dire une présidence ou des gouvernements identitaires, d'extrême droite ou simplement nationalistes? Nos voisins de l'Est, Viktor Orban, etc. Voilà. Trump, Bolsonaro, même en Inde, Narendra Modi, qui est un identitaire hindouiste. Voilà, donc il n'y a rien de bien surprenant. C'est la marche du monde, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas croire qu'il y a vraiment une espèce de colonne vertébrale au sein du Rassemblement national. Non, c'est d'abord un agrégat de contestation et de contestataires pour moi. Vous parliez tout à l'heure de cette marginalisation du Front National dans les médias mainstream et en général de l'extrême droite. De ce fait, Internet est devenu le seul outil de communication. Il y a beaucoup aussi de militants et même de gens qui voulaient tout simplement s'exprimer. Je pense à Tepa, dont vous parlez dans votre livre, qui est le fondateur d'une chaîne YouTube qui s'appelait Meta TV. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus d'ailleurs sur ce personnage? Oui, donc... qui est malheureusement décédé par ailleurs. Meta TV, donc oui, Patrick Donte, qui était classé comme conspirationniste, militant proche de la mouvance d'extrême droite. Je ne sais pas si moi-même s'il était d'extrême droite, puisque je n'ai pas pu lui parler, et je ne fais pas parler les morts, bien évidemment. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que son nom est resté célèbre? C'est parce que ça a été le premier à lancer une chaîne dissidente, une web TV, avec des moyens qui à l'époque étaient vraiment sommaires. Hein. On parle de quelques caméras, d'une connexion internet et d'un mélangeur audio, avec des succès, puisque il engrangeait les millions de vues, il avait des pics à 10 000, 20 000 spectateurs, et c'est celui qui a fait aujourd'hui connaître
la quasi-totalité des influenceurs d'extrême droite, de Papacito jusqu'à Daniel Conversano. Et ça a été, si vous voulez, le premier acte d'une brique qui est justement la montée en puissance de ces influenceurs et de cette mouvance sur la toile. On parle de quelqu'un qui a voulu concurrencer BFM TV, On n'est pas couché et ainsi de suite, depuis son salon, à Épinay-sur-Seine. Voilà. Donc, par rapport à tous ces influenceurs, il y a quand même une constante qui est là, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de la politique dans les urnes ou dans la rue pour faire de la politique. Et c'est la réussite pour moi de ces influenceurs, de Thaïs Descuffon, en passant par Papacito, jusqu'à Daniel Conversano, c'est que ils mettent en image, si vous voulez, leur engagement. Si je prends l'exemple de Daniel Conversano qui milite pour une Europe blanche, faire des enfants avec un modèle traditionnel, eh bien, il le montre à travers sa vie. C'est-à-dire que je suis exilé en Roumanie pour fuir le grand remplacement en France, je fais des enfants, j'en ai 2, et je suis marié avec une blanche. Donc ce sont des gens qui vont mettre en image un peu leur engagement, et c'est devenu un peu des influenceurs comme d'autres. C'est-à-dire certains font de l'influence sportive, et bien vous avez Julien Rochdy qui va faire de l'influence pour des formations de virilisme, vous voyez, pour incarner un peu le mâle blanc alpha. Donc voilà, les idées ne sont plus uniquement des écrits, des podcasts, ce sont vraiment des narrations personnelles et humaines. Et ça devient des objets de consommation politique comme d'autres. Puisque maintenant vous avez des placements de produits pour des marques, on va dire, nationaux. À l'époque, les placements de produits, c'était sur la marque de vêtements Babtou Solide. Aujourd'hui, voilà, chacun développe sa propre gamme, hein. Je vends mes livres, je vends mes bandes dessinées, je vends mes formations. Pour d'autres, ça va être des produits de compléments alimentaires pour faire du sport et ainsi de suite. Donc finalement, c'est devenu tout ce qu'il y a de plus mainstream. Justement, j'aimerais revenir sur cette diversité des profils, parce que en réalité, on pourrait les prendre pour des youtubeurs classiques, puisque certains font du dessin, vous l'avez dit, certains font des contenus humoristiques, d'autres, sur TikTok, des danses ou des trends qui cartonnent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une diversité de profils aussi au sein de ces mouvements. Oui, c'est chacun sa place, et il y a une espèce de pacte de non-agression qui revient de plus souvent. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de la question identitaire, ou voilà. Moi, je m'occupe de la question du virilisme. Toi, tu t'occupes de la question de l'immigration. D'autres du féminisme, comme Thaïs Descuffon, ainsi de suite. Donc, chacun plus ou moins trouve sa popote. Chacun occupe un segment. Et voilà. Mais le jour J, effectivement, la plupart d'entre eux ont fait front et ont appelé à voter Éric Zemmour. Et en même temps, ça mène parfois à des désaccords entre différents influenceurs ou youtubeurs. Mais ça, c'est la base même de l'extrême droite. C'est une culture qui n'existe pas trop au sein de l'extrême gauche. C'est le clash en permanence. Le clash en permanence. On se souvient de la bagarre entre Alain Soral et Daniel Conversano qui je crois, a généré, je sais plus, 30 millions de vues, autant de mèmes, de moqueries. C'est un classique, c'est un pilier de l'extrême droite en ligne, le clash, puisque on est souvent amené à s'invectiver, à se reprocher des choses, à s'insulter. Donc c'est le côté un peu télé-réalité. Donc il y a une dimension de télé-réalité, tout comme pour les influenceurs au sein de l'extrême droite, oui. Il y a certains youtubeurs qui non encartés, qui n'étaient jamais encartés dans aucun parti, ni le Front National, ni chez Éric Zemmour, qui produisent pourtant du contenu caractérisé de droite, et qui au final promeuvent des idées qui pourraient s'apparenter à tel ou tel parti politique, mais qui n'ont jamais fait la promotion directe. Je pense notamment à La Menace, qui est un youtubeur qui faisait des pranks, et qui aujourd'hui fait des contenus qu'on appelle virilistes, tout simplement. Est-ce qu'il y a de plus en plus pour vous de jeunes qui ont des idées de droite, de diverses droites, et se mettent à Internet pour promouvoir leurs idées tout simplement, sans forcément faire la promotion d'un parti politique? Oui, pour moi, l'extrême droite a été pionnière dans ce contenu, mais effectivement, aujourd'hui, c'est singé par toutes les tendances, hein. Je veux dire, on n'imaginait pas, il y a quelques années, un président comme Emmanuel Macron sur TikTok. Pourtant, il a un compte TikTok. Donc, à mesure que les sociétés évoluent, forcément derrière, on va dire des personnes plus mainstream, qui se revendiquent plus respectables, vont emprunter cette marche-là. Ça m'étonnerait pas que demain, voilà, on ait un peu comme à l'américaine, des shows à la Trump avec un président
ou un postulant à la présidence de la République qui va faire de même, qui va faire des clashs, qui va insulter ses adversaires. Hein. On l'a vu avec Bolsonaro, on l'a vu avec Trump, et ça continuera. On a toujours dit que les États-Unis sont des idiots, qui disent n'importe quoi dans leur façon de faire de la politique, mais non, ils sont simplement en avance. Que ce soit politiquement ou sociétalement, c'est une réalité. Il y a un gros problème d'obésité, de drogue aux États-Unis. Ma main a coupé que dans les prochaines années, l'Europe va suivre le même chemin. Donc, voilà. Parmi les pionniers d'Internet dont on parlait tout à l'heure, du moins à droite, il y a Florent Philippot. Florent Philippot qui faisait une espèce de tableau de bord hebdomadaire en vidéo. Et il avait toujours, je me souviens, des petites références à jeuxvideo.com. Si vous pouvez nous parler du jeuxvideo.com et de l'importance qu'il a eu aussi dans cette explosion de l'extrême droite sur la toile. D'abord, un petit propos préliminaire. Premier youtubeur pour moi, ça a été Jean-Marie Le Pen. Le premier youtubeur politique, ça a été Jean-Marie Le Pen, avec son fameux journal de bord, dans lequel il faisait une review de l'actualité qu'il passait en brosse, et voilà, ses coups de gueule, le con du mois, un peu comme à la Soral, et ainsi de suite. Donc pour moi, le premier youtubeur politique, ça a été Jean-Marie Le Pen. Et effectivement, aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de références avec des mèmes, des trolls. Et ça a été suivi par Henri de Lesquen, dont tout le monde se souvient de la folie qu'a été voilà, les jeux de mots que je vais éviter de prononcer pour pas que votre vidéo soit censurée. Mais oui, le forum jeux vidéo a été une espèce de rampe de lancement, puisque vous y retrouviez, on va dire, des jeunes, des geeks, extrêmement actifs sur la toile, hein, des espèces de moines soldats du numérique, et qui, pour faire passer leurs idées, eh bien, se servaient de références concernant les jeux vidéo, les bandes dessinées, quoi d'autre encore, le football, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'était une espèce d'empire du divertissement dont les références étaient utilisées pour promouvoir des idées de droite et d'extrême droite. Et Henri de Lesquen, justement, l'ancien président de Radio Courtoisie, militant identitaire historique, leur a même fait une vidéo pour les remercier de cet engagement. Voilà. Donc oui, le forum a été pilier dans le sens où il a été une rampe de lancement pour les idées d'extrême droite, parce qu'il les a rendus un peu fun, un peu plus marrants, avec des référentiels justement sur les jeux vidéo, le football, les sujets de société. Je me rappelle déjà de Cortex 9.1, les pyramides, qui était un peu la caricature de ce que dénonçait justement le Front National, puisque il y avait même eu un procès entre Marine Le Pen et Cortex, puisque Cortex avait dit à Marine Le Pen, par rapport à ses prises de position sur la burqa, qu'elle devait aller faire des tournantes dans les caves et ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure, enfin, Cortex, chance pour la France, était devenu vraiment une espèce de personnage sympathique aux yeux de l'extrême droite. Ça a créé un lien un peu chelou. Mais oui, voilà, c'est cette espèce de tourner à la dérision avec des référentiels culturels très marqués, des idées qui sont normalement à l'inverse. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet, ce sont les militants actifs sur les réseaux, notamment Damien Rieu. Damien Rieu qui était collaborateur parlementaire et qui s'est fait de plus en plus connaître grâce à Twitter. Est-ce que pour vous, Twitter rentre dans cette sphère de la toile? Twitter, à ne pas en douter, pour moi, est la cheville ouvrière de ce succès en ligne des mouvements nationalistes, identitaires et ainsi de suite. Pourquoi? Pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que si vous vous débrouillez bien et si vous savez un peu hacker l'algorithme, c'est-à-dire que si vous arrivez à dupliquer votre contenu, hein, je demande à 5-6 personnes de tweeter en permanence avec le même hashtag, vous arrivez à faire remonter un sujet. Donc pour la visibilité, c'était top. Deuxièmement, Twitter agit un peu comme le rédacteur en chef aujourd'hui des médias mainstream, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui fait l'actualité, moi je vais faire un article. Et sur Twitter, c'est là où se trouvent principalement les leaders d'opinion, les journalistes, les décideurs politiques. Donc forcément, tout le monde scrute ce qui se fait. Donc en termes de buzz, c'est le top.
Et puis enfin, il y a une verticalité, c'est-à-dire que entre vous, ce que vous voyez sur Twitter et ce que poste la personne que vous suivez, il n'y a pas de filtre. Et donc forcément, derrière, c'est beaucoup plus simple, sachant que même l'État islamique avait compris qu'il y avait un problème de modération dans les contenus, puisque le principal outil de communication de l'État islamique a été Twitter. Encore une fois, je fais pas de corrélation, mais j'explique simplement que, contrairement à des plateformes extrêmement sévères comme TikTok ou YouTube, pendant de longues années, Twitter laissait à peu près tout passer du moment qu'on voyait pas, on va dire, un mec égorgé ou un truc comme ça, mais sinon, les messages passaient. Il y a eu une vague de répression par la suite, sur la fin des années 2020, 2021, puisque plusieurs comptes ont sauté. Puis après, avec Elon Musk, ils ont rétabli un peu plus cette volonté de laisser ces contenus avoir libre expression. Mais Twitter a été, oui, encore une fois, la cheville ouvrière. Et Damien Rieu, que vous citez, donc c'est un peu le lanceur d'alerte de la sphère, c'est devenu plus une plateforme qu'un influenceur, puisque son nom est une marque. En réalité, quand lui repère un sujet, quand lui veut lancer un sujet, ça sonne un peu comme le tocsin, et derrière plusieurs centaines, plusieurs milliers de comptes vont relayer ce qu'il fait. Donc un compte Twitter, effectivement, peut devenir un média social à lui tout seul, et c'est le cas de Damien Rieu. Aujourd'hui, ces influenceurs, ces militants de droite, font des millions de vues sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Twitter, TikTok. Est-ce que tout simplement, on n'est pas dans un rapport d'offre et de demande? Si ces contenus marchent autant, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu aussi également une demande extrêmement forte? Les vidéos de l'État islamique aussi faisaient des centaines de milliers de vues, voire même des millions pour certains. Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément une demande. En revanche, il y a une demande d'une espèce de liberté de ton. Voilà. Moi, quand je consomme, on va dire, ces contenus, c'est que, si vous voulez, il y a cette recherche de ce qui est différent, vous voyez, entre une vidéo tournée, je sais pas, par Daniel Conversano et par un sociologue de l'EHESS sur un sujet de société, forcément, quelqu'un, on va dire, lambda, va plutôt préférer une vidéo de Daniel Conversano parce que c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus accessible, et puis c'est tranché. Ce qu'on aime bien dans ce genre de contenu, c'est que c'est des contenus qui sont tranchés. C'est aussi des contenus qui sont divertissants. Et à la question de savoir s'il y a une demande, je dirais oui. Ces idées-là sont de plus en plus répandues, ces idées-là sont de plus en plus demandées. Et un média comme CNews l'a compris, c'est pour ça qu'il fait la part belle à ces idées-là, parce que derrière, en termes de part d'audimat, ça rapporte. Donc moi, j'ai toujours été contre le fait de censurer ces contenus ou de les bannir comme ça sans raison. Non. Maintenant, la question de savoir est-ce que il y a une espèce de bataille des idées qui est en train d'être gagnée, moi je dirais que oui. Voilà. D'ailleurs, c'est la conclusion de mon livre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la victoire des urnes, mais sur la victoire des idées, je pense que ces idées-là vont devenir de plus en plus populaires, à rebours que le temps progresse. Parce qu'il y a eu un travail évidemment culturel et pédagogique qui a été fait par l'extrême droite, puis surtout parce que nous avançons dans des sociétés qui sont de plus en plus violentes, avec un contexte de plus en plus incertain. Voilà, les pays que nous connaissons et qui ont toujours été, on va dire, dominants, sont bousculés dans leurs incertitudes, dans leurs certitudes, pardon. Que ce soit la France, on voit bien, sur le plan de l'échec en Afrique, sur l'échec international, la France n'est plus un pays qui est spécialement écouté. Le niveau de vie dégringole par rapport à ce qu'a pu être la France il y a de cela plusieurs années. Donc oui, tout ça c'est un contexte qui est favorable à la montée de ces idées, et aussi parce que ça c'est un engagement personnel, et qui dit personnel, ça n'engage que moi, mais parce qu'on a toujours voulu occulter certains sujets, certaines réalités. Dire que Porte de la Chapelle ou Gare du Nord à 22h c'est un coupe-gorge, pas besoin d'être d'extrême droite pour le dire. La question de la sécurité et de l'immigration, ce sont des sujets en France sur lesquels on n'a jamais réussi à débattre sereinement, contrairement à des pays comme le Canada ou l'Australie, parce qu'il y a toujours une espèce de connotation d'être militant d'extrême droite si vous en parlez. Et moi, c'est ce qui me fait dire que justement, ça va encore faire plus le jeu de ces idées-là. Et encore une fois, je suis neutre entre guillemets dans cette histoire. En tout cas, dans mes analyses, puisqu'il ne s'agit pas ici d'être pour ou contre, mais c'est une réalité. Tant qu'on voudra censurer ces questions-là, tant qu'on voudra ne pas aborder sereinement le sujet de la laïcité,
de l'identité à la française, de ce que doit être l'immigration en France, de l'insécurité, eh bien, ces personnes-là, donc les Français lambda, vont aller chercher les personnes qui en parlent. Et aujourd'hui, qui en parle? C'est l'extrême droite. C'est une réalité. L'extrême gauche est complètement passée à côté de ce sujet, sachant qu'encore une fois, ce ne sont pas des idées d'extrême droite. Il faut regarder du côté scandinave, Finlande, Suède, Norvège, etc., où vous avez une gauche qui est vraiment anti-immigration, qui vous dit que nous sommes pour une immigration qui est qualifiée. Nous ne voulons pas accueillir des migrants, puisque l'histoire a prouvé que c'est un échec compte tenu de leur incapacité à s'assimiler dans nos sociétés, qui sont plutôt libérales, et les sujets, justement, comme le féminisme, et ainsi de suite, sont légion. En Norvège, les femmes ont très vite été autonomes. Ils étaient en pointe sur les questions d'égalité entre l'homme et la femme, pareil pour les questions de genre et de liberté. Donc ils estiment que faire revenir des Irakiens et des Syriens, ça ne fonctionnait pas. Il s'agit pas, encore une fois, de mon opinion, mais c'est une réalité. Or, en France aujourd'hui, impossible. On considère que ces sujets-là sont des sujets d'extrême droite. Et c'est ce qui, pour moi, explique en partie la demande dont vous parliez pour ce genre de contenu. Sauf qu'ils sont traités, évidemment, via un angle militant, alors que il serait tout à fait possible de les traiter d'un point de vue rationnel et sociétal commun. Sachant que la gauche, ou les gauches, dominaient la toile avant. Je pense notamment à Blast, à Usul, à des contenus qui sont catégorisés à gauche et qui font également dominer. Vous vous trompez, Usul n'a jamais été majoritaire ni dominant, en dépit de ses partenariats avec Mediapart et ainsi de suite, n'a jamais été viral. Si je demande à quelqu'un dans la rue, tu connais Papacito? Oui. Tu connais Usul? Non. Non, je crois qu'il n'a pas dépassé la barre des quelques dizaines de milliers de followers. Les contenus qu'il fait, en plus, s'adressent vraiment à une gauche, on va dire, la gauche un peu, je vais pas dire parisienne, mais la gauche un peu intellectuelle, l'extrême gauche un peu intellectuelle, qui est vraiment marginale, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les cités, dans les quartiers prioritaires. Usul, ça ne parle à personne, parce que c'est un contenu qui est, encore une fois, un peu trop, c'est un sujet de niche. Voilà, c'est un sujet de niche. Non, les idées de gauche ou d'extrême gauche étaient plutôt dominantes dans le milieu culturel, dans les MJC, dans les cinémas, dans les salles de concert et ainsi de suite. Mais petit à petit, on va dire, il y a une espèce de remontada qui est opérée par l'extrême droite. Hein. J'ai parlé de CNews, j'ai parlé de YouTube. Peut-être que demain, on verra des films. Voilà, je me rappelle que Daniel Conversano voulait produire un film sur l'avortement, pour expliquer à quel point c'était négatif et à quel point, au contraire, il fallait repeupler la France. Donc, bon, malgré l'argent qu'il a récolté, ça n'a jamais été fait. Mais on voit cette volonté d'aller disputer le leadership de la gauche et de l'extrême gauche sur le terrain culturel. Ça, c'est une réalité. Et peut-être que demain, on verra une espèce de plateforme dissidente à Netflix, avec des courts-métrages, alors certes d'amateurs, hein, de petit budget, mais qui feraient concurrence justement aux productions Netflix. Combini, Brut, leur ligne éditoriale est aussi taxée de gauche ou d'extrême gauche? C'est compliqué parce qu'il y a eu une telle diversité d'invités que c'est difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas les faveurs de la mouvance, puisque très souvent, les sujets, c'est je me suis fait vasectomiser, je sais plus comment on dit, j'ai choisi d'avoir un chien plutôt que d'avoir un enfant, enfin ce genre de contenu un peu, mais pour moi, c'est pas spécialement de sujets de gauche et d'extrême gauche. Alors, le fait de les mettre en avant, ça peut être discuté, mais c'est la marche du monde. Le président de la République a parlé de réarmement démographique, mais parce que c'est une réalité. Les trentenaires ne font plus d'enfants. En France, on ne fait plus d'enfants. Il n'y a pas besoin d'être de gauche ou d'extrême gauche. D'ailleurs, je ne voudrais chercher querelle à personne. Mais les premiers à se plaindre du grand remplacement au sein de l'extrême droite et des leaders d'opinion, eux-mêmes n'ont pas d'enfants. C'est vrai que je vais pas citer de nom, mais c'est une réalité. Moi, je vois souvent des influenceurs d'extrême droite dire grand remplacement, mais
vous faites pas de gosses. Donc, vous voyez, c'est pas logique. Eh bien, Combini et Brut et d'autres, finalement, dépeignent juste une réalité. Oui, voilà, on ne fait plus d'enfants. Et c'est pareil en Russie, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil dans les pays scandinaves, c'est pareil en Europe de façon générale. Les sociétés, on va dire, avancées, où il y a un pouvoir d'achat qui est important, veulent maintenir justement ce cadre de vie. Un enfant égale des dépenses. Tout à l'heure, vous parliez du goût du clash de la droite. Est-ce que vous pensez qu'au final, la droite n'est-elle pas plus prête à s'ouvrir à un débat avec la gauche que l'inverse? Ça dépend sur quel sujet. Je pense notamment à Valeurs Actuelles, qui, lors des débats des valeurs, invite Hugo Clément, pour qui la salle était hostile au départ, et on voit au final sur des images qu'il est applaudi par des militants plutôt zémoristes ou lepénistes. Ça dépend de l'objectif de ce genre de débat. Si en fait l'objectif d'inviter quelqu'un de gauche pour faire croire à un semblant de tolérance et d'ouverture, bon, ça sert à rien. Par contre, si c'est pour un débat qui est sincère et qui est, on va dire, honnête, oui. Mais le problème, c'est que pour ça, il fallait revenir à 10 ans en arrière. Aujourd'hui, le climat est tellement irrespirable que vous ne pouvez plus rien dire sans vous prendre une espèce d'armée de trolls en ligne. C'est pour ça que j'ai toujours été favorable à l'échange physique et non pas virtuel. Mais aujourd'hui, bien courageux, celui qui irait sur la toile commencer à exprimer ses idées. Vous allez vous prendre un torrent d'insultes, cyberharcèlement et j'en passe. Voilà, j'en fais moi-même les frais depuis la sortie de mon livre, avec Riposte Laïque, qui a fait un article sur moi en disant selon Ashraf Ben Brahim, 80% des Français seraient racistes. Alors, j'ai jamais dit ça. Je ne vois pas quel idiot pourrait dire quelque chose de si stupide. Et pourtant, dans leur même, voilà, des insultes, des moqueries, des menaces et ainsi de suite. Alors que je suis sûr que si j'avais fait, je sais pas moi, une conférence ou un échange avec ce genre de militants dans une salle, l'échange aurait été bien plus courtois et bien plus fertile, bien plus fécond que ce que l'on peut croire. Internet, pour moi, a vraiment été une calamité pour le débat public, c'est une réalité. Internet entraîne aussi des menaces, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire du contenu catégorisé d'extrême droite et se promener sereinement dans la rue? Je pense notamment à Thaïs Discussion, qui, par ses prises de position, reçoit énormément de menaces, tout de même, voire même comme vous, de l'État islamique, qui l'appelle à la tuer, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas marginalisé lorsqu'on fait quand même du contenu de droite sur la toile? Oui, oui, clairement oui, parce qu'il y a toujours eu dans ce pays un rejet des idées d'extrême droite. Et en fait, ces influenceurs-là ont des idées tellement tranchées. Par exemple, quand elle est passée sur BFM pour dire que aujourd'hui, la principale menace pour l'insécurité des femmes dans la rue, c'était les Noirs et les Arabes, je crois, ou l'immigration, un truc comme ça. Bon, bah forcément. Après, il faut pas oublier quelque chose, c'est que Monsieur et Madame tout le monde qui regardent ça à une heure de grande écoute, ils vont pas chercher à savoir qui est Thaïs Descuffon, quelle est son idéologie principale, qu'est-ce qu'elle a écrit. Ce qu'ils voient, c'est quelqu'un de raciste et forcément, ça entraîne des réactions quand il s'agit d'agression ou de menaces qu'il faut condamner, hein, et justice doit passer par là. Mais c'est le problème, encore une fois, de l'internet, c'est que on capte 3 secondes et puis derrière, ça crée des réactions complètement irrationnelles. Pourquoi? Parce que c'est de la consommation. On n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans le pragmatisme ou dans la compréhension de l'autre. C'est vraiment, il a dit ça, je suis contre, c'est un connard, il faut le menacer, ainsi de suite. Donc, oui, c'est une réalité, hein. On va pas se mentir, lorsque vous portez ces idées, et parfois même des idées d'extrême gauche, hein. Oui, quand vous avez des idées clivantes, faut pas vous attendre à ce que monsieur et madame tout le monde prennent le temps de comprendre là où vous voulez vraiment venir, quelle est votre historicité par rapport à vos idées, d'où est-ce que vous partez pour dire ça et ainsi de suite. Non. Et c'est le propre d'une société violente. Tout à l'heure, on parlait du clash, mais il y a aussi le buzz qui est très important pour les différentes plateformes. Est-ce qu'à force de vouloir chercher le buzz, on ne finit pas dans une espèce de radicalité? Oui, bah c'est un peu ça. C'est qui sera le plus borderline, qui sera le plus provoquant.
Et effectivement, il y a une espèce de course aux enchères là-dessus. Ceux qui font ça pour le buzz, effectivement, bah, vous allez les retrouver de plus en plus marginaux à mesure que la demande dont vous parliez s'agrandit. C'est-à-dire qu'avant, quand vous disiez sur YouTube le grand remplacement, c'est vrai, bah incroyable. Aujourd'hui, voilà, vous allumez ces news, on parle du grand remplacement, c'est pas quelque chose d'inflammable. Donc effectivement, ça peut conduire petit à petit à des discours qui là pour le coup sont vraiment inquiétants. Et finalement, c'est un peu le jeu de l'internet, le clic, le buzz, la respectabilité. C'est un peu une drogue, hein, il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est quand même des influenceurs qu'on pourrait prendre un peu de haut en disant ce ne sont que des youtubeurs ou que des tweetos, mais qui au final influent sur les débats publics. Oui, exactement. Bon, déjà, quand on analyse un phénomène, c'est bête de croire que faire des espèces de hiérarchie de respectabilité, non. Sur la question de l'impact sur le débat public, oui. Bien idiot celui qui dirait que ce ne sont que des comptes Twitter et des personnages en ligne. Non. Il y a un vrai impact sur la société, il y a un vrai impact sur le débat. Et à mesure que ces contenus vont être de plus en plus nombreux, directement derrière, il y a une influence logique. Donc ce ne sont pas simplement des espèces de tweetos comme vous dites, ce sont des véritables leaders d'opinion qui ont un pouvoir et le pouvoir d'impacter, de pouvoir orienter des sujets, et on l'a vu. Lorsque Karim Benzema a porté plainte contre Damien Rieu sur des questions de frères musulmans et ainsi de suite, bah, qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? C'est Gérald Darmanin qui a accusé Karim Benzema d'avoir des accointances avec les frères musulmans, et ça prouve quand même qu'il y a une espèce de pénétration, on va dire, des sphères politiques, des sphères médiatiques, par ces idées-là. Pourquoi? Parce que ces idées-là, elles sont véhiculées de façon impactante. Il y a aussi le revers de la médaille. Je pense notamment à la dissolution par le même Gérald Darmanin de Génération Identitaire dont était issu Thaïs Discussion. Avant leur médiatisation, ils n'auraient peut-être pas été dissous comme ils l'ont été. Qu'est-ce que vous en pensez? À titre personnel, je suis contre des dissolutions. Évidemment, lorsqu'elles touchent à la sécurité nationale, et je n'ai pas toutes les cartes en main pour me prononcer sur ce sujet-là, mais de façon générale, je me prononce en faux concernant les décisions qui voudraient supprimer des contenus, bannir, interdire. Pour moi, c'est contre-productif et ça ne fait que radicaliser justement les militants de cette cause-là. Vous voyez, si demain on se mettait tu vas éternuer? T'as baisé mon bon, si demain on se mettait. Je recommence. Bon. Le revers de la médaille, c'est ça? Non, mais si demain on se mettait, je ferais la coupe. Si demain, en fait, la solution on choisit la solution simpliste qui consiste à bannir, supprimer, interdire, on ne ferait que radicaliser justement les militants qui sont acquis à cette cause, et ça peut donner, on va dire, des passages à l'acte même parfois. Hein. Un exemple, qu'est-ce qui a convaincu Brenton Tarrant de passer à l'acte? C'est parce qu'il considérait que la politique ne laisserait jamais des mouvements identitaires gagner. Il avait décrit le Front National comme un parti mou, que la démocratie, tout ça, c'était une illusion et qu'il fallait se faire justice soi-même. Donc moi, je suis plutôt inquiet de ce genre de mesures qui consistent à bannir, à interdire, parce que ça ne fait que radicaliser les plus excités, les plus virulents. Et en parallèle, si on fait un parallèle avec les États-Unis, la liberté d'expression est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérée. Est-ce que vous aimeriez vraiment qu'on arrive sur un modèle de liberté d'expression états-unien? Non, parce que le problème du modèle américain, c'est que ce n'est pas une liberté de parole, c'est une impunité de parole. Vous pouvez brûler tout ce que vous voulez, faire des autodafés, vous pouvez dire que Mein Kampf c'était génial, etc. Je pense pas que ça soit le but d'une société qui veut aller vers le mieux que de prendre ce chemin-là. Il faut pas oublier que les États-Unis, c'est le pays des extrêmes. Vous allez vous promener à Hollywood Boulevard, vous allez voir d'un côté des voitures de luxe millionnaires, et puis vous allez voir des hordes de personnes qui dorment dans les rues,
des toxicomanes livrés à eux-mêmes, sous Fontanier, et ainsi de suite. Je ne suis pas pour une société de l'extrême. Ashraf Ben Brahim, merci. Merci encore pour Merci cet à vous. entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais vous laisser le mot de la fin, Ashraf Ben Brahim. Eh bien, le mot de la fin, c'est d'un peu d'être fidèle à cette tradition française, qui est celle de la recherche de la nuance, de la complexité. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, c'est gris. Vous voyez? Et c'est ce que je voudrais aussi qu'on arrive à entretenir dans le débat public.